Imaginons un instant une forteresse, une vraie forteresse impénétrable. Le pont-levis est relevé, les douves sont pleines d'eau et on a des gardes sur tous les murs. Ouais, la configuration de défense parfaite en fait. Exactement. Et en termes de concentration, ça correspond un peu à ce qu'on a vu dans notre dernière étape. On a bloqué les notifications, supprimé les applis qui nous volent notre temps. On s'est physiquement isolé aussi. Voilà, on a vraiment sanctuarisé l'espace de travail. Donc, sur le papier, tout est parfait, quoi. Mais il y a un problème majeur. Que se passe-t-il si l'ennemi le plus dangereux se trouve déjà à l'intérieur du donjon? Ah, l'ultime trahison. C'est vraiment ça. On a beau se barricader contre le bruit extérieur, jeter son téléphone dans une autre pièce, soudainement, dans le silence le plus total, c'est notre propre esprit qui se met à hurler. Plus de savoir comment fermer la porte de son bureau pour instaurer ce mode de travail intense. Non, il s'agit de comprendre la mécanique de notre cerveau quand il commence à s'agiter tout seul face à une tâche. C'est ça. Parce qu'il faut bien se l'avouer, l'objectif de toute cette méthode, c'est pas de devenir une espèce de machine froide et obsédée par la productivité. Le but, c'est d'être pleinement présent pour la priorité de la journée. Le fameux highlight, quoi. Ouais, que ce soit rédiger un texte important, construire un projet, ou même juste être totalement présent en jouant avec ses enfants. Mais bon, dès qu'on s'installe face à ce projet, La première barrière surgit, la pensée parasite. absolument, ce bruit de fond qui est presque permanent. D'ailleurs, d'un point de vue évolutif, c'est assez fascinant. Ah ouais? Mhm. Comment ça? Le cerveau humain, c'est une machine qui est conçue pour scanner son environnement en permanence. Il fait des associations d'idées, il anticipe des menaces ou des opportunités. En fait, il n'est pas du tout programmé naturellement pour fixer une feuille de calcul pendant 2 heures. D'où ces moments complètement absurdes où l'on est prêt à démarrer un truc complexe et d'un coup, on a une question d'une urgence vitale mais totalement hors sujet qui nous traverse l'esprit. Genre, quel acteur jouait dans ce film des années 90? C'est exactement ça. Ou alors on veut absolument savoir s'il va pleuvoir jeudi prochain et là, l'instinct immédiat, c'est d'ouvrir un nouvel onglet, de faire la recherche en 3 secondes et de se dire c'est bon, je reviens au travail juste après. Sauf que c'est là qu'on commet une erreur stratégique vraiment majeure. L'approche qu'on analyse aujourd'hui propose une parade qui a l'air super basique, mais dont les implications neurologiques sont énormes. Vas-y, dis-nous tout. Au lieu de céder à la recherche immédiate, il faut juste prendre un stylo et noter physiquement cette question sur un bout de papier posé à côté. Attends, laisse-moi t'arrêter une seconde. En quoi le fait d'écrire météo de jeudi sur un post-it, ça va m'aider plus que de juste regarder l'info rapidement? Dans les deux cas, mon attention est interrompue, non? Oui, l'interruption de la pensée, elle est inévitable. Mais la grande différence, elle réside dans ce mécanisme redoutable qu'on appelle le coût de commutation, le switching cost en anglais. Le coût de commutation, c'est-à-dire. Il faut imaginer notre mémoire de travail comme la mémoire vive d'un ordinateur, la RAM en gros. Quand on s'immerge dans une tâche complexe, cette mémoire vive se charge de milliers de données connectées entre elles. Le ton du texte, les variables d'un problème, l'historique du truc. Le contexte global, en somme. Notre cerveau a créé un environnement sur mesure pour cette tâche spécifique. C'est ça. Or, si on cède à l'envie d'ouvrir un onglet pour chercher ce fameux acteur de cinéma, le cerveau est obligé de purger une grande partie de cette RAM. Ah, pour faire de la place. Exactement. Il doit décharger le contexte du projet professionnel pour charger un tout nouveau système de règles. Comment marche la barre de recherche, lire la page, analyser les images. Et une fois qu'on a trouvé l'info et qu'on revient au projet principal, l'ordinateur doit tout télécharger à partir de zéro. Et ça, c'est le cœur du problème. Ce redémarrage mental, il coûte une énergie cognitive colossale. Des études montrent qu'il faut parfois plus de 20 minutes pour retrouver le niveau d'immersion qu'on avait avant une pauvre micro-interruption de 3 secondes. 20 minutes pour une recherche de 3 secondes, c'est fou. Ouais. Alors qu'en revanche, le simple fait de noter la question sur un papier, ça fonctionnait comme un disque dur externe en fait. C'est-à-dire que le cerveau comprend qu'il n'a plus besoin de retenir l'info. Voilà. L'acte physique d'écrire, ça envoie un signal rassurant à notre système limbique. La question n'est pas ignorée, ce qui créerait de l'anxiété, elle est juste différée. La sauvegarde est sur le papier, l'onglet cognitif ne se ferme pas et on évite le coup de commutation. J'aime beaucoup une image qui me vient à l'esprit pour illustrer ça. C'est comme si ces pensées parasites étaient des mouches qui bourdonnent sans cesse autour de notre tête pendant qu'on essaie de lire un livre super difficile. Ah oui, la fameuse mouche. Ouais. On peut pas empêcher les mouches d'exister, on est bien d'accord. Mais attraper le stylo pour noter la question, c'est comme si on attrapait délicatement cette mouche en plein vol et qu'on la glissait dans un bocal en verre posé sur le bureau.
C'est une super image. La mouche est toujours là, on la voit à travers le verre. Mais soudainement, le silence revient, le bourdonnement s'arrête. C'est très juste. Et surtout, ça souligne à quel point c'est inutile d'essayer de tuer la mouche. Lutter activement contre ses propres pensées pour faire le vide absolu, c'est engager un combat perdu d'avance. Ça épuise nos réserves d'attention pour rien. Donc l'externalisation sur papier pacifie le processus. Mais bon, parfois, même avec toutes les mouches dans le bocal, il reste une espèce d'agitation physiologique, tu vois. Le corps est tendu, le système nerveux est en alerte. Et c'est là que l'attention portée à la mécanique du corps entre en jeu. La consigne, c'est simplement d'observer sa respiration. Inspirer profondément par le nez, expirer par la bouche. Bon, il faut avouer que ça peut sonner un peu cliché. Le côté un peu méditation de bureau, développement personnel facile. Ouais, c'est souvent perçu comme ça. Mais c'est une vraie mécompréhension de la biologie. Il ne s'agit pas du tout d'une recherche mystique de zénitude, c'est littéralement un piratage du système nerveux autonome. Un piratage. Carrément. Oui, quand l'esprit s'emballe avec des pensées parasites, le système nerveux sympathique, celui de la lutte ou de la fuite, a tendance à s'activer. La fréquence cardiaque augmente un tout petit peu, de façon presque imperceptible. En gros, le corps se prépare à gérer des urgences qui n'existent que dans notre tête. C'est ça. Et forcer consciemment son attention sur l'air qui passe dans les narines ou sur le mouvement du thorax, ça active le mécanisme opposé. Ça stimule le nerf vague. Ah, le fameux nerf vague. Ouais, qui enclenche le système nerveux parasympathique, celui du repos. C'est un vrai bouton de réinitialisation. En obligeant le cortex préfrontal à se concentrer sur une donnée sensorielle basique, on coupe l'alimentation électrique de la boucle densité. Ok, donc là, l'environnement est sécurisé, les pensées parasites sont sur le papier, le système nerveux est calmé, on est prêt. Mais abordons une phase qui est beaucoup plus complexe, je trouve. Laquelle ? Que se passe-t-il quand le problème ne vient pas d'une distraction aléatoire, mais que c'est le travail lui-même qui devient la source d'une frustration insupportable? Tu sais, on regarde l'écran, on sait exactement ce qu'on doit faire, mais on est totalement bloqué. Ah, le syndrome de la page blanche. Voilà. Et l'inconfort est vraiment viscéral à ce moment-là. C'est un point de friction hyper critique. Et il y a une distinction fondamentale à faire ici entre l'ennui et le fait de coincer. Hmm. L'ennui, c'est le vide, c'est ne pas avoir de bout. Coincer, c'est complètement différent. C'est avoir une intention claire, une montagne à gravir, mais être incapable de faire le premier pas. C'est exactement le moment où la main glisse, presque toute seule, vers le téléphone. On se dit un truc du genre « Bon, je n'y arrive pas, je vais juste regarder mes messages 1 minute pour me détendre ». On cherche la porte de sortie, quoi. Et la recommandation tirée de notre analyse est assez brutale, mais essentielle. Il faut refuser cette porte de sortie. Il faut rester coincé. Rester coincé. Oui, rester assis dans cette frustration, fixer l'écran vide et ne surtout pas bouger vers une distraction numérique. Alors là, je dois faire l'avocat du diable. Parce que, franchement, j'ai longtemps cru l'inverse. J'ai toujours pensé que m'octroyer 5 minutes sur un réseau social quand je bloquais, c'était de l'autopréservation. C'est ce qu'on se dit tous, ouais. Bah oui, la sagesse populaire répète constamment qu'il faut s'aérer l'esprit, faire une pause pour laisser le cerveau respirer. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'acharner pour rien en fixant un écran vide ? C'est un des malentendus les plus dommageables pour notre concentration. Prendre une vraie pause, se lever, regarder par la fenêtre, marcher sans but, ça, oui, ça permet au cerveau de se reposer. Mais plonger dans un réseau social, c'est pas une pause, c'est noyer le système sous un déluge d'informations. Mais pourquoi c'est si destructeur que ça ? Pour le comprendre, il faut regarder ce qui se passe en arrière-plan. Pendant que notre conscience s'arrache les cheveux sur le blocage, un autre réseau cérébral s'active, le réseau du mode par défaut, le DMN. Ok, et il fait quoi ce DMN ? C'est une merveille d'ingénierie. Il connecte des zones du cerveau qui communiquent pas d'habitude, il va fouiller dans les souvenirs, combiner des concepts, simuler des scénarios. C'est lui qui orchestre la résolution des problèmes complexes. Attends, c'est le réseau qui est responsable des fameuses idées de génie qu'on a sous la douche quand on fait rien de particulier ? C'est lui, mais ce réseau a une énorme vulnérabilité. Il ne peut fonctionner que si notre attention exécutive n'est pas sursollicitée. Si on ressent la frustration du blocage et qu'on ouvre direct une appli d'actualité, le cerveau doit mobiliser son attention pour décoder les titres, les images. Et en faisant ça, on coupe le courant du réseau de fond qui était justement en train de chercher la solution. C'est dingue ! C'est douloureux à réaliser, hein. Ah mais totalement ! À chaque fois que je pensais faire une petite pause innocente sur mon tel, j'assassinais littéralement le processus de réflexion subconscient de mon cerveau. On remet le chronomètre à 0 à chaque fois.
Accepter de traverser l'inconfort de l'impasse sans anesthésie numérique, ça permet à ce réseau de terminer son assemblage. C'est désagréable pendant quelques minutes, ouais, mais c'est le passage obligé pour accéder à cet état d'immersion fluide, le fameux flow. Donc en gros, la clarté ne revient que si on accepte de traverser la tempête. C'est joliment dit, mais oui, c'est ça. Bon, explorons un mur encore plus imposant, si tu veux bien. Si on est d'accord qu'il ne faut pas fuir l'inconfort d'un blocage, comment on réagit face à la vraie fatigue? Le moment en milieu d'après-midi où l'on se sent complètement vidé, où le réservoir est à sec. C'est un terrain super intéressant parce que ça remet en question la perception même de notre énergie. Bien sûr, la vraie fatigue physiologique existe. Si on manque de sommeil ou qu'on est malade, le repos est une nécessité vitale. Oui, il ne faut pas pousser la machine jusqu'à la casse. Évidemment, mais l'idée avancée ici, c'est que la grande majorité de ce qu'on ressent comme de l'épuisement mental au quotidien, ce n'est qu'une illusion. Une illusion. Faut creuser là. Parce que la lourdeur des paupières, elle me semble très réelle sur le moment. C'est ressenti comme réel. Le signal d'alarme est authentique, mais la cause n'est pas un manque de carburant. C'est une ruse de notre système limbique pour conserver de l'énergie. L'évolution nous a programmés pour être économes. Ah, le cerveau est paresseux par nature. 18, il calcule l'effort. Face à une tâche exigeante qui garantit pas de récompense immédiate pour notre survie, il déclare très vite « stop ». C'est trop coûteux, arrêtons-nous, gardons nos calories. C'est une friction anticipatoire. Donc, le cerveau nous ment pour qu'on reste sagement à rien faire. Et la stratégie pour contrer ça est à l'opposé complet de notre instinct. Au lieu de s'arrêter au premier signe de lourdeur, il faut s'immerger corps et âme dans la tâche, y plonger à fond. Sans retenue. C'est très contre-intuitif. On entend souvent la comparaison avec le mur du marathonien, tu sais, on souffre atrocement et hop, on trouve un second souffle mystique. Mais ça explique pas vraiment la mécanique. L'image du coureur est poétique, mais la mécanique d'un moteur correspond beaucoup mieux à la neurobiologie. Imaginons le système de démarrage d'une voiture thermique. Ok, je vois. Pour que le moteur se lance à froid, le démarreur électrique a besoin de tirer une décharge d'énergie massive depuis la batterie. C'est un effort énorme. Et la batterie se vide très vite si le moteur refuse de démarrer. Donc, la friction initiale, cette fausse fatigue, c'est notre démarreur qui pompe l'énergie de notre volonté. C'est pour ça que résister à la distraction, ça demande un effort conscient aussi désagréable. Exactement. Mais que se passe-t-il une fois que l'étincelle se fait et que le moteur commence enfin à tourner tout seul? Le processus s'inverse. C'est l'alternateur de la voiture qui prend le relais et le fait que le moteur tourne recharge la batterie en temps réel. Et voilà le secret. Dans notre cerveau, cet alternateur a un nom, le circuit dopaminergique. Quand on force la friction initiale et qu'on s'immerge, on commence inévitablement à faire des petits progrès. On écrit une phrase, on résout un truc, et chaque micro-victoire libère un peu de dopamine. Et la dopamine, c'est pas juste l'hormone du plaisir, si je me souviens bien. Pas du tout. C'est la molécule de la motivation, de l'anticipation de l'effort. Plus on avance, plus le cerveau libère de la dopamine, ce qui crée une énergie nouvelle pour continuer. Le circuit s'auto-alimente. L'action génère de l'énergie et non l'inverse. C'est un renversement de perspective assez époustouflant, franchement. On a toujours tendance à attendre passivement que la motivation tombe du ciel pour s'y mettre. On se dit « j'ai pas l'énergie », alors que c'est le fait de pas s'y mettre qui nous maintient dans cette léthargie. C'est tout à fait ça. La volonté seule, c'est le démarreur sur batterie. Ça s'épuise vite. Si on compte que sur ça pour résister aux distractions, on va perdre. Il faut enclencher l'alternateur, donc l'immersion profonde dans le travail. En rassemblant toutes ces pièces, on réalise que rester concentré, c'est pas un don mystique. C'est vraiment une architecture de comportement concret. Ça commence par des gestes rudimentaires, comme externaliser le bruit de fond sur un bout de papier. Utiliser sa respiration pour court-circuiter l'anxiété aussi. Et surtout, un changement radical de posture face à l'inconfort. Accepter de s'asseoir dans le désagrément de la page blanche sans chercher d'anesthésie immédiate. Laisser les processus inconscients faire leur boulot en fond sans les interrompre. Et enfin, comprendre que cette fatigue écrasante devant un gros projet, c'est souvent juste un test du cerveau. Un péage à franchir pour atteindre cette attention qui s'auto-alimente. C'est une vraie redéfinition de notre tolérance à l'effort mental. Ce qui nous ramène, pour conclure, à notre forteresse du début. On avait construit des murs immenses pour bloquer le monde extérieur. Mais l'exploration d'aujourd'hui prouve que la paix à l'intérieur du donjon, elle ne s'obtient pas en cherchant à supprimer nos pensées, ni en fuyant nos blocages, mais plutôt en acceptant de s'y confronter frontalement. C'est une belle conclusion. Et ça laisse une réflexion assez provocatrice pour les personnes qui écoutent. Une question à garder en tête face à votre prochain grand défi intellectuel. Et si ce moment précis,
Cet instant d'inconfort brutal, où l'on a désespérément envie d'abandonner et de fuir vers un écran, n'était pas un signal d'échec. Et s'il s'agissait très exactement de l'antichambre incontournable de votre plus grande percée créative? Allumer son écran à cet instant précis, c'est éteindre le moteur au moment même où l'alternateur allait enfin prendre le relais pour vous porter jusqu'au bout. C'est une excellente façon de voir les choses. Et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.